Je m'appelle Emma, j'ai 32 ans, et voici l'histoire de la façon dont j'ai enfin corrigé un mensonge que ma sœur racontait depuis plus de 2 décennies. L'occasion parfaite pour cette correction attendue depuis longtemps. Me demanderez-vous? Sa baby shower parfaite, sur le thème pastel, bien sûr. Pendant des années, j'ai été le pilier tranquille et fiable de la famille, celle qui ne faisait jamais de vagues, et ma sœur, Chloé, était l'étoile scintillante et tempétueuse de la famille, celle qui faisait toutes les vagues, me laissant généralement me noyer dans son sillage. Sa méthode d'humiliation préférée, un petit murmure cruel, qui est devenu une blague familiale, était de dire que j'avais été adoptée. Elle le disait avec un petit sourire suffisant, et mes parents se contentaient de soupirer et de me dire de prendre sur moi. Mais cette fois, elle était allée trop loin. Alors, tandis que je me tenais là, cadeau à la main, entourée de ses amis qui l'adoraient et de notre famille complice, je savais que la vérité, soigneusement rangée dans une enveloppe bleue Tiffany, était sur le point d'être le seul cadeau dont tout le monde se souviendrait. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. Mes mains étaient fermes, ce qui était une surprise. Je m'étais attendue à ce qu'elle tremble, à ce qu'elle trahisse le nœud froid et dur de résolution qui s'était installé dans mon estomac depuis 3 mois. J'observais Chloé de l'autre côté du jardin magnifiquement décoré, une vision en dentelle blanche, trônant sur un fauteuil en osier orné de ballons. Elle était rayonnante, radieuse, en tout point la future maman chérie. Elle a croisé mon regard et m'a adressé un sourire pincé et condescendant, du genre à dire « Regarde tout ça, regarde ce que j'ai ». C'était le même sourire qu'elle avait arboré toute sa vie, un sourire qui, jusqu'à récemment, m'avait toujours fait me sentir petite et insignifiante, comme une ombre qu'elle projetait. Mais aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, j'ai vu au-delà de l'arrogance l'insécurité profonde et creuse que je savais désormais cachée sous tout cela. Mon cadeau pour son bébé, une boîte magnifiquement emballée, contenant un hochet en argent de famille, n'était qu'un leurre. Le vrai cadeau, celui pour Chloé elle-même, était dans ma pochette. Il n'était pas enveloppé de papier et de ruban, mais d'années de souffrance silencieuse et des contours nets et précis de la justification. Ma mère s'est approchée de moi, son visage un masque d'anxiété sociale. « Emma, ma chérie, tu es ravissante. Maintenant, s'il te plaît, sois gentille aujourd'hui. C'est le grand jour de Chloé, ne crée pas de problème. » C'était son mantra, la bande sonore de mon enfance. « Ne crée pas de problème, Emma. Laisse tomber, Emma. Sois la plus mature, Emma. » Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est qu'en étant la plus mature, on ne fait que donner à la plus petite personne une meilleure cible. J'ai adressé un sourire placide à ma mère. « Ne t'inquiète pas, maman. Je suis juste là pour célébrer ma sœur. Et pour partager un peu d'histoire familiale. Je pense qu'il est important que le bébé sache d'où il vient. Tu ne crois pas? » Ainsi, son sourire a vacillé une seconde, une lueur de confusion dans ses yeux avant qu'elle ne l'écarte et ne s'éloigne précipitamment pour vérifier le traiteur. L'ironie dramatique était si épaisse que je pouvais la goûter, plus riche que la crème au beurre du gâteau à 500 $. Ils étaient tous si béatement inconscients, flottant dans une bulle de leur propre création, un monde où Chloé était la victime de ma prétendue jalousie et où j'étais la personne difficile et maussade. Mais une bulle est, par sa nature même, une chose fragile. Et je tenais une épingle. Il me suffisait d'attendre le moment parfait pour l'enfoncer. Les discours. Il faudrait que ce soit pendant les discours. Le mensonge de l'adoption a commencé quand j'avais environ 8 ans. C'était anodin au début, une moquerie enfantine née d'une journée de rivalité fraternelle typique. J'avais gagné le concours d'orthographe de l'école. Une petite victoire insignifiante à l'échelle des choses. Mais pour moi, c'était tout. Je suis rentrée à la maison en serrant mon ruban bleu, la poitrine bombée d'une fierté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Chloé, qui avait 10 ans et n'avait jamais rien gagné, qui demandait d'étudier, ne pouvait pas le supporter. Ce soir-là, alors que nos parents me complimentaient à table, elle a lancé. « Eh bien sûr qu'elle est bonne à l'école. Ses vrais parents étaient probablement des génies. » Un silence confus s'est abattu sur la table. Mon père a ri nerveusement. « De quoi tu parles, Chloé ?» Elle a simplement haussé les épaules, un sourire narquois aux lèvres. « Emma est adoptée. C'est pour ça qu'elle ne nous ressemble pas du tout. » L'absurdité de la chose, c'est que je leur ressemblais. J'avais les yeux gris et discrets de mon père, et le même sourire que ma mère, alors que Chloé, avec ses cheveux roux flamboyants,
et ses taches de rousseur étaient l'exception, un retour à un lointain ancêtre irlandais. Mais la logique n'a jamais été l'arme de prédilection de Chloé. La cruauté, si. J'ai regardé mes parents, m'attendant à un démenti rapide, à une réprimande ferme pour Chloé. Au lieu de ça, ma mère s'est contentée de soupirer. « Chloé, ne sois pas bête, mange tes petits pois. » Mon père s'est raclé la gorge et a changé de sujet. Et voilà, la première brique du mur de leur complaisance. Ils ne l'ont pas nié, pas vraiment. Ils l'ont juste écarté, le traitant comme une fantaisie inoffensive. Mais pour une enfant de 8 ans, leur non-démenti était une fissure terrifiante dans les fondations de mon monde. Chloé a vu sa chance. Elle a vu que ce mensonge particulier, cette aiguille précise, me touchait plus que toute autre chose, et, plus important encore, qu'elle n'aurait à subir aucune conséquence en l'utilisant. À partir de ce jour, c'est devenu son arme favorite. J'obtenais une meilleure note à un examen? C'est parce que ses parents adoptifs intelligents lui ont donné de bons gènes. Je me faisais un nouvel ami qu'elle n'aimait pas. Tu leur as dit que tu es adoptée? C'était incessant. Elle le chuchotait à ses amis lors des réunions de famille, juste assez fort pour que je l'entende. Elle l'écrivait dans mes albums de fin d'année. C'est devenu une partie du folklore familial, une blague, récurrente à laquelle tout le monde, sauf moi, participait. Quand je pleurais, ma mère disait « Oh, Emma, tu es trop sensible. Tu sais bien qu'elle ne fait que taquiner. » Ils ont choisi la tranquillité plutôt que ma tranquillité d'esprit. À chaque fois. Ils m'ont appris que mes sentiments étaient un inconvénient et que la cruauté désinvolte de Chloé n'était qu'un trait de caractère que nous devions tous supporter. En devenant adolescente, la nature du tourment a évolué, mais le fondement est resté le même. Le récit de Chloé sur mon adoption est devenu un outil de sabotage social. Elle était populaire, sans effort, tandis que j'étais plus calme, plus studieuse, trouvant ma validation dans les réussites scolaires et un petit cercle d'amis très soudés. Cette différence, ma compétence tranquille, semblait l'enrager. Elle ne supportait pas que j'aie un monde qu'elle ne pouvait pas conquérir avec son charme. Alors, elle a essayé de le réduire en cendres. Pendant ma 2e année de lycée, j'ai commencé à sortir avec un garçon nommé Marc. Il était gentil et intelligent, et pour la première fois, je me sentais vue pour qui j'étais. Nous sortions ensemble depuis environ 2 mois quand Chloé a décidé qu'il aurait dû être à elle. Elle a commencé sa campagne subtilement, avec de petits commentaires à nos parents sur le fait que Marc était gentil, toujours avec un regard appuyé dans ma direction. Puis, un vendredi soir, Marc était censé venir me chercher pour aller au cinéma. Il n'est jamais venu. Il ne répondait pas à son téléphone. J'étais anéantie, convaincue qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Le lundi suivant à l'école, je l'ai vu marcher dans le couloir, main dans la main avec Chloé. Quand je l'ai confrontée, la voix tremblante d'un mélange de peine et de rage, elle s'est contentée de rire. « Oh, Emma, ne sois pas si dramatique. » Il a juste réalisé qu'il voulait la vraie, pas « tu sais ». Elle a laissé le mot en suspens dans l'air, non dit mais compris. J'ai appris plus tard par l'une de ses amies que Chloé avait raconté à Marc une longue histoire élaborée et larmoyante sur le fait que j'étais adoptée et profondément perturbée, aux prises avec mes problèmes d'abandon. Elle lui avait dit que j'étais fragile et que mes parents lui avaient demandé, en tant que vraie fille, de garder un œil sur moi. Elle a transformé ma nature calme en un signe d'instabilité et son propre comportement manipulateur en un acte de sollicitude sororale. Et il l'a cru. Bien sûr qu'il l'a cru. C'était Chloé. Quand j'ai hurlé l'histoire à mes parents, exigeant qu'ils fassent quelque chose, n'importe quoi, leur réponse a été anéantissante. Ma mère s'est tordu les mains. « Eh bien, tu ne peux pas reprocher à un garçon de tomber amoureux d'une jolie fille, ma chérie. Chloé est très persuasive. » Mon père avait juste l'air fatigué. « Emma, c'est entre toi et ta sœur. Ne nous mêle pas à vos drames d'adolescente. » Leur refus d'intervenir, de ne serait-ce que reconnaître la cruauté calculée de ses actes, était pire que la trahison elle-même. Il ne faisait pas que la conforter. Il cosignait son récit. Il me disait, en des termes on ne peut plus clairs, que ma douleur était moins importante que les caprices de Chloé. Cette année-là, j'ai arrêté de parler de ma vie à la maison. J'ai construit un mur autour de mon cœur et de mes réussites, car tout ce que je chérissais, Chloé finissait par essayer de le briser. Et la réponse de la famille était toujours la même. Le silence et une supplication pour que je sois la plus mature. Ma vie scolaire est devenue mon sanctuaire. C'était le seul endroit où les règles étaient claires,
et où mes efforts étaient récompensés au mérite, et non par le charme ou la manipulation. J'ai excellé, obtenant mon diplôme en tête de ma promotion et décrochant une bourse complète pour une prestigieuse université d'ingénierie. Ceci, pensais-je, serait mon évasion. Je serais à 4 heures de route, dans une nouvelle ville, libérée du poison quotidien de la présence de Chloé et de la neutralité étouffante de mes parents. Pendant un certain temps, ce fut le cas. Je me suis épanouie. Je me suis fait de nouveaux amis, des gens qui ne me connaissaient que comme Emma, la fille intelligente et drôle qui pouvait résoudre une équation différentielle, mais ne savait pas cuisiner pour sauver sa vie. Il n'y avait pas d'histoire passée, pas de blague sur mes origines, pas d'ombre de ma sœur planant sur moi. Mais la portée de Chloé était longue. Pendant ma 3e année d'université, je travaillais sur un projet de conception d'un semestre qui valait 50% de ma note finale. Je m'y suis consacrée corps et âme, passant des nuits blanches, esquissant des plans, effectuant des simulations. J'étais fière de mon travail. Il était innovant et complexe. Une semaine avant la date limite, Chloé a annoncé qu'elle venait me rendre visite pour le week-end. Je me méfiais, mais une petite partie stupide de moi espérait que être, avec la distance et l'âge, les choses avaient changé. Elle est arrivée pleine de compliments sur ma chambre d'étudiante et mon campus. Elle semblait sincèrement intéressée par mon travail, me demandant de lui expliquer le projet. Flattée par cette rare marque d'intérêt, je lui ai tout expliqué, lui montrant mes schémas, mes données, mes conclusions. Le lendemain matin, elle était partie avant mon réveil, laissant un mot disant qu'il y avait eu un imprévu à la maison. Je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce que je m'assoie devant mon ordinateur. Le fichier du projet avait disparu, pas seulement supprimé, mais effacé de manière professionnelle. La panique m'a serré la gorge. J'ai apporté l'ordinateur au service informatique du campus, et le technicien, un type gentil mais direct nommé Léo, a confirmé mes pires craintes. Les fichiers n'avaient pas seulement été supprimés. Un programme d'effacement avait été exécuté à partir d'une clé USB. C'était délibéré, et l'horodatage de l'exécution du programme était 3h17 du matin, alors que je dormais et que Chloé était dans ma chambre. Je n'avais aucune sauvegarde du travail final et consolidé. J'ai dû aller voir mon professeur, humilié, et lui expliquer que mon projet avait disparu. Il a été compréhensif mais ferme. Sans le projet, je raterais le cours. Cela signifiait perdre ma bourse. Le monde a basculé sur son axe. J'ai appelé chez moi, hystérique, et j'ai raconté à mes parents ce qui s'était passé. Et Chloé, à l'autre bout du fil, a fondu en larmes de crocodile. « Je ne peux pas croire que tu m'accuses de ça », a-t-elle gémi. « Je suis venue te rendre visite parce que tu me manquais. Comment peux-tu être si cruelle ?» Mes parents, bien sûr, ont sauté à sa défense. « Emma, comment peux-tu dire ça ? Ta sœur t'aime, » a pleuré ma mère. « Tu étais probablement juste stressée et tu l'as supprimé toi-même par accident. Tu dois t'excuser auprès de Chloé tout de suite. » C'était le moment de manipulation psychologique le plus profond que j'ai jamais connu. J'étais la victime d'un acte de sabotage malveillant qui menaçait tout mon avenir et c'était moi qui devais m'excuser. Je ne me suis pas excusée. J'ai raccroché le téléphone et, avec une clarté froide et terrifiante, j'ai compris que j'étais absolument seule dans cette situation. Ma famille n'était pas mon filet de sécurité, elle faisait partie de la cage. Cet incident avec le projet a été un tournant. Il ne m'a pas brisée, mais il a forgé quelque chose de nouveau en moi, un noyau d'acier glacial. J'ai réussi à sauver ma note, je suis allée voir le doyen, tous mes professeurs, et j'ai présenté mon cas. Je leur ai montré mes ébauches préliminaires, mes carnets remplis de calculs, tout ce qui pouvait prouver que le travail avait existé. J'ai retrouvé le technicien informatique, Léo, qui a rédigé une déclaration officielle sur l'effacement délibéré des fichiers. Ce fut un processus exténuant, mais ils ont vu mon désespoir et ma sincérité. Ils m'ont permis de refaire le travail dans un délai frénétique de 72 heures. J'ai à peine dormi ou mangé. J'ai travaillé jusqu'à ce que ma vision se brouille, alimentée par le café et une fureur ardente et juste. J'ai réussi le cours, de justesse, et j'ai conservé ma bourse. Mais je n'ai jamais dit à ma famille comment j'avais arrangé les choses. Pour eux, j'avais été irresponsable. J'avais accusé ma sœur injustement, et je devais en assumer les conséquences. Je les ai laissés le croire. C'était plus facile que d'essayer de les convaincre d'une vérité qu'ils étaient déterminés à ne pas voir. Après cela, ma relation avec eux est devenue une relation de distance polie et maîtrisée. J'appelais pour les fêtes.
J'envoyais des cartes d'anniversaire. J'ai perfectionné l'art de la conversation agréable et superficielle. Je n'ai jamais partagé quoi que ce soit d'important, jamais révélé la moindre vulnérabilité. Mes réussites étaient les miennes seules, et mes difficultés étaient à moi de les surmonter. J'ai obtenu mon diplôme avec mention et j'ai décroché un emploi fantastique dans une grande entreprise d'ingénierie, dans une ville à 1000 miles de chez moi. J'avais réussi, j'étais indépendante et, pour la plupart du temps, satisfaite. Chloé, pendant ce temps, avait obtenu sans effort un diplôme en communication, financé par mes parents, et avait décroché un poste de marketing pépère dans l'entreprise d'un ami de notre père. Elle a rencontré un homme riche, un banquier d'affaires nommé David, qui a été totalement captivé par son interprétation de la femme charmante et confiante. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie somptueuse à laquelle j'ai assisté avec un sourire figé, en veillant à garder mon armure émotionnelle bien en place. Pour le monde extérieur, et certainement pour mes parents, il semblait que nous avions toutes les deux trouvé notre voie. Mais la dynamique était toujours là, mijotant sous la surface. Le succès de Chloé semblait immérité. Il était construit sur le charme et les relations, tandis que le mien était construit sur le courage et la résilience. Et elle le savait, et elle me détestait pour ça. La blague de l'adoption n'a jamais complètement disparu. C'est devenu sa pique de prédilection chaque fois qu'elle sentait que mon succès discret éclipsait le sien, plus bruyant. Si je mentionnais une promotion, elle disait « Wow, tes parents biologiques doivent être si fiers, où qu'ils soient. » Elle le disait à Noël, à Thanksgiving, lors des dîners de famille, toujours avec ce petit sourire suffisant. Et mes parents se contentaient encore de soupirer et de changer de sujet. C'était un poison constant et à faible dose. Un rappel que peu importe ce que j'accomplissais, elle aurait toujours ce moyen pathétique et fictif d'essayer de me remettre à ma place. Et j'ai continué à laisser tomber, car quelle était l'alternative? Une autre crise de larmes où je serais qualifiée de trop sensible, de trop dramatique. Ça n'en valait pas l'énergie. J'avais ma vie, ma carrière, mes vrais amis. J'avais appris à vivre avec le bourdonnement de sa toxicité en arrière-plan. Je pensais pouvoir le supporter pour toujours. J'avais tort. Le catalyseur, la trahison finale qui a brisé 2 décennies d'indifférence pratiquée, s'est produit un mardi. C'était une journée tout à fait ordinaire, ce qui rendait sa cruauté encore plus frappante. J'étais en lice pour une énorme promotion dans mon entreprise. C'était un poste pour lequel j'avais travaillé pendant 3 ans. Un rôle de chef de projet senior qui me mettrait en charge d'un projet d'infrastructure internationale massif. C'était mon rêve. J'étais l'une des 2 derniers candidats. L'autre était un collègue nommé Paul, qui était compétent, mais n'avait pas mon expérience spécifique en logistique à l'étranger. J'étais confiante, mais nerveuse. Mon entretien final était avec le conseil d'administration, y compris notre PDG. Il s'est incroyablement bien passé. J'étais au sommet de ma forme, répondant à chaque question avec précision et passion. Je suis sortie de cette salle de conseil avec l'impression de marcher sur un nuage. Je savais que j'avais assuré. Le lendemain, j'ai été convoquée dans le bureau de mon patron. Je suis entrée avec le sourire, m'attendant à une bonne nouvelle. L'expression de son visage me disait le contraire. Il avait l'air mal à l'aise, presque peiné. « Emma, a-t-il commencé? Je ne sais pas trop comment dire ça. Quelque chose a été porté à notre attention. Un courriel anonyme a été envoyé au conseil d'administration. » Mon sang s'est glacé. Il a fait glisser un courriel imprimé sur le bureau. C'était une longue diatribe décousue sur mon passé d'instabilité professionnelle et de problèmes émotionnels. Il détaillait, avec une précision choquante et tordue, plusieurs événements de ma vie. Il mentionnait ma malhonnêteté académique à l'université, présentant le projet saboté comme un cas où j'avais essayé de tricher et où j'avais été prise. Il mentionnait un schéma de relations instables, transformant l'histoire de Marc en celle d'une harceleuse qui ne supportait pas le rejet. Il me dépeignait comme une personne profondément perturbée qui représentait un choix à haut risque pour un poste de direction. Et pour le grand final, la dernière ligne disait « Tout cela est enraciné dans ses profonds problèmes d'abandon. Comme sa famille peut en témoigner, elle a été adoptée et ne l'a jamais acceptée. Je n'ai pas eu la promotion. Paul l'a eue. Mon patron s'est excusé, disant qu'il avait les mains liées. Le conseil d'administration ne pouvait pas prendre le risque, même s'il soupçonnait le courriel d'être malveillant. Le mal était fait, la boue avait été jetée, et elle avait collé. Je suis rentrée chez moi. Je me suis assise dans mon appartement silencieux, et j'ai senti quelque chose en moi se briser, finalement, et irrévocablement. Le mur que j'avais construit, la distance polie, le mantra
soit la plus mature, tout s'est effondré en poussière. Ce n'était pas juste une pique lors d'un dîner de famille. C'était une attaque calculée contre mes moyens de subsistance, contre ma réputation, contre la vie que j'avais travaillé si dur à me construire, une vie qui était enfin libérée d'elle. Elle ne pouvait pas le supporter. Elle ne pouvait pas supporter que je réussisse par mes propres moyens, alors elle avait tendu la main sur des milliers de kilomètres pour me ramener dans la fange avec elle. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. La blessure était trop profonde pour les larmes. Elle s'était solidifiée en quelque chose de froid, de dur et de lourd. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme une victime. Je me sentais comme une idiote d'avoir pensé que je pourrais jamais vraiment lui échapper. Une idiote d'avoir cru qu'ignorer le problème le ferait disparaître. C'était un cancer, et je l'avais traité avec des platitudes et l'évitement pendant qu'il se métastasait. Le lendemain, le groupe de discussion familiale s'est animé. C'était une photo d'échographie. Chloé était enceinte. Les messages ont afflué. Félicitations. Nous sommes si excités. Tu vas être la plus merveilleuse des mères. Mes parents étaient aux anges, planifiant déjà d'être des grands-parents gâteux. L'ironie était si amère qu'elle me brûlait la gorge comme de l'acide. Chloé, la saboteuse, la menteuse pathologique, l'incendiaire émotionnelle, était célébrée comme une donneuse de vie, une future matriarche. Et moi, sa victime. J'étais assise dans les ruines d'une opportunité de carrière qu'elle venait de bombarder. Le coup de grâce est venu lors d'un appel vidéo familial quelques jours plus tard. Tout le monde s'extasiait devant Chloé, qui se pavanait en parlant des couleurs de la chambre du bébé. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux, un sourire écœurant de douceur sur le visage. Et Tati Emma devra venir à la baby shower, bien sûr. Il nous faudra quelqu'un pour s'assurer que tous les cadeaux sont bien comptabilisés. Tu es si douée pour... Les détails. L'implication était claire. Tu es laide, la servante. Mon père, inconscient comme toujours, a gloussé. C'est vrai. Et Emma, tu dois promettre de bien te comporter. C'est un moment heureux pour notre famille. Un moment heureux. Ma famille. Les mots résonnaient dans ma tête. J'ai regardé leur visage souriant à l'écran, ma sœur rayonnante, mes parents fiers, et j'ai ressenti un sentiment de détachement profond et glacial. Ils n'étaient pas ma famille, pas d'une manière qui comptait. Une famille vous protège. Une famille vous croit. Une famille ne reste pas les bras croisés à regarder un enfant détruire systématiquement l'autre, pour ensuite appeler ça un moment heureux. À ce moment-là, la rage que j'avais réprimée pendant 24 ans a finalement trouvé sa voix. Mais ce n'était pas un cri. C'était un murmure. Une promesse froide et silencieuse que je me suis faite. C'en est fini. Fini d'être la plus mature. Fini de laisser tomber. Elle voulait construire sa vie parfaite sur les fondations de ma douleur et de mon humiliation. Très bien. J'allais prendre une masse pour démolir ces fondations. Et je savais exactement où se trouvaient les fissures. Le mensonge de l'adoption. Son arme la plus ancienne et la plus fiable. J'allais retourner cette arme contre elle. Et j'allais m'assurer que ce soit un coup direct, de la manière la plus publique possible. Sa baby shower. Sa journée parfaite et heureuse. C'était la scène parfaite pour la vérité. Mon premier appel n'a pas été pour un avocat, ni un détective privé, mais pour la seule personne qui avait vu la vraie Chloé, la seule personne qui ne m'avait jamais dit que j'étais trop sensible. Ma meilleure amie, Sarah. Je connaissais Sarah depuis ma première semaine d'université. C'est elle qui s'était assise avec moi dans ma chambre d'étudiante, m'aidant à reconstituer mon projet après la visite de Chloé, sans jamais douter de mon histoire. Elle avait écouté d'innombrables récits de la cruauté de ma sœur au fil des ans, son expression se durcissant à chaque fois. Quand je l'ai appelée et que je lui ai raconté toute l'histoire, la promotion sabotée, le courriel anonyme, l'annonce de la grossesse, il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Je me suis préparée à un doux « Oh, Emma !» ou à une suggestion de simplement couper les ponts et de passer à autre chose. Ce n'est pas ce que j'ai eu. Ce que j'ai eu, c'est une fureur froide et dure en mon nom. « Quel monstre absolu !» a dit Sarah, la voix tendue. Elle a franchi une limite, M. Ce n'est plus juste une rivalité fraternelle. C'est la guerre. Ce qu'elle a fait, c'est de l'ingérence délictuelle. Tu pourrais la poursuivre en justice pour ça. L'idée d'un procès était tentante. Une validation légale et formelle du tort qui m'avait été fait. Mais je savais que ce n'était pas ce que je voulais. Un procès serait compliqué, long, et permettrait encore à ma famille de me faire passer pour la personne vindicative et perturbée. Non, j'avais besoin de quelque chose de plus personnel, quelque chose qui ne pouvait pas être déformé. Je ne veux pas la poursuivre en justice.
ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Je veux la démanteler. Je veux prendre le mensonge sur lequel elle a construit toute son identité. Le mensonge selon lequel je suis la personne inférieure, adoptée, brisée, et je veux l'exposer pour ce qu'il est. Je lui ai parlé de mon idée naissante, la baby shower, le mensonge de l'adoption. J'allais trouver des preuves. J'allais trouver mon acte de naissance et le brandir sous son nez suffisant. « Bien », a dit Sarah, sans une seconde d'hésitation. « Il est temps. Il est plus que temps. » Elle a compté sur ton silence pendant 20 ans, Emma. La chose la plus puissante que tu puisses faire est de parler. Mais tu as raison, tu as besoin d'une preuve irréfutable. Quelque chose dont notre chère Chloé ne pourra pas se sortir en pleurant. Cette conversation avec Sarah a été l'étincelle. Sa validation, sa juste colère, c'était le carburant dont j'avais besoin. Je n'étais pas folle, je n'étais pas trop sensible. J'étais une personne qui avait été systématiquement maltraitée, et mon agresseur était sur le point d'être célébré par une fête. Après avoir raccroché, je me suis assise devant mon ordinateur et j'ai commencé mes recherches. Non pas sur les avocats, mais sur les registres d'état civil. Comment obtenir une copie de son acte de naissance? Et celui de sa sœur, c'était étonnamment facile. Quelques formulaires, une somme modique, une signature notariée. J'ai réalisé que je ne connaissais même pas la date exacte de la naissance de Chloé, seulement le mois et l'année. Mes parents avaient toujours été étrangement vagues à ce sujet. J'ai dû appeler ma tante, la sœur de ma mère, sous le prétexte de vouloir faire un thème astral personnalisé pour Chloé, comme cadeau de baby shower. Ma tante, une femme charmante qui aimait ce genre de choses, m'a donné la date, l'heure et le lieu, sans y penser à 2 fois. J'ai rempli les formulaires, un pour moi et un pour Chloé. J'ai payé les frais, et je les ai envoyés. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était d'attendre. L'attente fut la partie la plus difficile. Pour la première fois, j'ai ressenti une lueur de peur. Et si je me trompais? Et si, par une tournure bizarre, elle avait dit la vérité depuis le début? Mais j'ai repoussé cette pensée. Je connaissais ma mère. Je connaissais mon père. La vérité était dans leur maison, dans leur histoire. Et j'étais sur le point de la mettre en lumière. La décision de me plonger dans le passé de ma famille m'a semblé être une transgression. J'avais passé toute ma vie d'adulte à construire un avenir aussi éloigné que possible de mon enfance. Maintenant, je retournais volontairement dans les eaux troubles de la mémoire et des vérités non dites. Ma première cible était le grenier. J'ai réservé un vol pour rentrer chez moi pour un week-end, disant à mes parents que je voulais mettre les choses au clair avant la baby shower et trouver de vieux albums photos. Ceux-ci, bien sûr, ils ont adoré. Cela correspondait parfaitement à leur récit. Emma revenait enfin à la raison, prête à jouer le rôle de la sœur et de la fille dévouée. La pensée de leur visage souriant et inconscient me retournait l'estomac, mais j'ai forcé un ton joyeux au téléphone et j'ai fait un petit sac. Le grenier de ma maison d'enfance était un royaume poussiéreux et oublié. Il faisait chaud et sentait le cèdre et le papier en décomposition. Il était rempli des fantômes de ce que nous avions été. Les vieux trains électriques de mon père, la robe de mariée de ma mère jaunissant dans une housse, mes anciens projets de science. Et quelque part dans ce cimetière de souvenirs, j'espérais trouver une clé. Pas une clé métaphorique, mais une clé littérale. J'avais un vague souvenir d'enfance d'une petite boîte en métal fermée à clé que ma mère gardait dans son placard. Elle avait toujours dit qu'elle contenait des papiers importants. Vers l'âge de 12 ans, j'avais demandé ce qu'il y avait à l'intérieur, et elle était devenue nerveuse et m'avait dit que c'était privé et que je ne devais pas y toucher. Cette boîte, je le soupçonnais, détenait la vérité. Pendant que ma mère était occupée dans le jardin, je suis allée dans la chambre de mes parents. Mon cœur battait la chamade. Cela ressemblait à une véritable violation, un point de non-retour. J'ai trouvé la boîte rangée sur l'étagère supérieure de son placard, derrière une pile de vieux pulls. C'était une simple caissette grise, et elle était verrouillée. J'ai passé l'heure suivante à chercher la clé dans leur chambre. J'ai regardé dans sa boîte à bijoux, dans le bureau de mon père, dans chaque tiroir et contenant que je pouvais trouver. Rien. Vaincue, je me suis assise sur le bord de leur lit, la boîte verrouillée sur mes genoux. C'était si proche. J'étais sur le point d'abandonner quand je me suis souvenue de quelque chose que mon père disait souvent. La meilleure cachette est à la vue de tous. J'ai regardé autour de la pièce. Mes yeux se sont posés sur une photo encadrée sur la table de chevet de ma mère. C'était une vieille photo d'elle et de mon père, prise peu après leur mariage.
Elle était dans un cadre en argent épais et orné. Sur une intuition, je l'ai prise. Je l'ai retournée. Collée au dos, cachée par le support en velours, il y avait une minuscule clé en argent. Mon souffle s'est coupé. J'ai soigneusement décollé le ruban adhésif, mes doigts tremblant légèrement. J'ai inséré la clé dans la serrure de la boîte. Elle a tourné avec un déclic satisfaisant. J'ai soulevé le couvercle, ne sachant pas ce que j'allais trouver. Et ils étaient là, nichés parmi de vieux passeports et des polices d'assurance. 2 documents officiels pliés, un pour moi et un pour Chloé, mon acte de naissance et le sien. J'ai d'abord pris le mien, mes yeux parcourant les détails familiers. Emma Catherine Reynolds, née le 5 octobre 1990. Parents, John et Mary Reynolds. Tout était comme je m'y attendais. Puis, j'ai pris celui de Chloé. J'ai déplié l'acte de naissance de Chloé, mes mains étonnamment fermes. Le nom y était Chloé Ann Reynolds. Les noms des parents y étaient John et Mary Reynolds. Et puis j'ai vu la date. La date de naissance indiquée était le 12 novembre 1987. Mais ce n'était pas correct. La famille avait toujours célébré son anniversaire le 12 février 1988. Je connaissais cette date aussi bien que la mienne. Nous l'avions célébrée chaque année de ma vie. Pourquoi mentirait-il sur son anniversaire de 3 mois? J'ai parcouru le document, mes yeux cherchant une explication, et puis je l'ai trouvée. Ce n'était pas dans une case spécifique ou une ligne. C'était dans la relation entre 2 autres dates sur la page. La date de naissance de Chloé, 12 novembre 1987, et en bas du formulaire, dans une petite section à usage administratif, il y avait une autre référence de document, l'acte de mariage de mes parents. Je connaissais leur anniversaire de mariage. C'était une grande fête chaque année, une pierre angulaire de l'histoire de notre famille. Le 21 mai 1987, j'ai fait le calcul dans ma tête. 1 fois, 2 fois, 3 fois, de mai à novembre. 6 mois, moins de 6 mois. Chloé avait été conçue avant leur mariage, et elle était née moins de 6 mois après qu'ils se soient dit oui. L'anniversaire de février était une fiction, un mensonge créé pour décaler la chronologie, pour préserver l'image d'un mariage correct et respectable. Dans leur petite ville conservatrice à la fin des années 80, cela aurait été un scandale, une source de profonde honte pour mes parents fiers et soucieux de leur image. Soudain, 30 ans de dynamique familiale se sont éclairés d'une manière nette et brutale. Chloé n'était pas seulement l'aînée, elle était l'enfant de la honte, la preuve vivante d'une indiscrétion prénuptiale. Et moi, née 3 ans plus tard, bien à l'intérieur du saint sanctuaire de leur mariage, j'étais la légitime, la rédemptrice, la preuve qu'ils avaient finalement bien fait les choses. Cela expliquait tout. Leur surcompensation pour Chloé, leur besoin désespéré qu'elle soit parfaite, qu'elle soit l'enfant en or. C'était une tentative effrénée de réécrire l'histoire, d'effacer la honte qu'elle représentait. Et mon rôle? J'étais le groupe de contrôle, la facile. Ils n'avaient pas à faire d'efforts avec moi, car mon existence même était respectable. La campagne de toute une vie de Chloé pour m'étiqueter comme l'étrangère, l'adopter, n'était pas seulement une cruauté gratuite. C'était une projection psychologique désespérée. Elle avait senti, à un niveau primal, qu'elle était celle dont la place dans la famille était conditionnelle, dont l'histoire d'origine était pleine de secrets. Alors, elle avait pris cette insécurité et l'avait projetée sur moi, la cible sûre et stable. Elle avait passé toute sa vie à essayer de me faire sentir comme l'imposteur, parce qu'au fond, elle craignait de l'être. L'ironie pure et stupéfiante de tout cela m'a frappée comme un coup physique. Je suis restée assise là, sur le sol du grenier chaud et poussiéreux, tenant 2 morceaux de papier qui réécrivaient complètement l'histoire de notre famille, et j'ai commencé à rire. Ce n'était pas un rire joyeux, c'était un son sauvage, désarticulé, cathartique. La blague, il s'est avéré, était sur elle, et j'avais la chute juste là, entre mes mains. Le vol de retour à mon appartement était surréaliste. J'avais l'impression d'être une espionne revenant d'une mission réussie, transportant des secrets d'État dans mon sac à main. Les 2 actes de naissance, que j'avais soigneusement photocopiés puis remis dans la boîte, semblaient brûler un trou dans mon sac. Les originaux étaient de retour en sécurité dans leur cachette, la clé recollée au dos du cadre photo. Mes parents n'y voyaient que du feu. Ils m'avaient félicité pour ma nouvelle attitude positive et pour faire un effort avec Chloé. Crazy était à couper le souffle. J'avais les documents, j'avais la vérité. Maintenant, il me fallait un plan.
La baby shower était dans 6 semaines. Cela me laissait amplement le temps de me préparer, non seulement mon discours, mais moi-même. Ce n'allait pas être une explosion émotionnelle. J'avais passé ma vie à être émotive, à être là, sensible. Non, ce serait une frappe chirurgicale. Calme, précise et totalement dévastatrice. J'ai appelé Sarah dès mon retour à la maison, et je lui ai raconté ce que j'avais trouvé. Il y a eu un long silence stupéfait à l'autre bout du fil, suivi d'un léger sifflement. « Oh, mon Dieu !» Emma, a-t-elle dit. « C'est mieux que tout ce que nous aurions pu imaginer. C'est une justice poétique à un niveau que je ne pensais pas possible en dehors d'une pièce de Shakespeare. Elle t'appelait la fausse, alors qu'elle était celle avec le faux anniversaire. Ce n'est pas seulement l'anniversaire, Sarah, ai-je dit, en regardant les photocopies étalées sur ma table basse. C'est tout le récit. Toute ma vie, j'ai été le personnage secondaire dans le Chloé Show. La personne stable, ennuyeuse, légèrement défectueuse qui existe pour la mettre en valeur. Tout ça, toute la complaisance de mes parents, tout était enraciné dans leur propre honte. « Alors, quel est le plan ?» a demandé Sarah, sa voix passant du choc à la stratégie. « Comment fais-tu ça d'une manière qui ne laisse aucune place à l'interprétation ?» Nous avons passé les 2 heures suivantes à réfléchir. Nous avons examiné tous les scénarios possibles. Et si mes parents m'interrompent? Et si Chloé a une crise de panique? Et si son mari, David, devient agressif? Nous avons simulé l'événement entier. Le plan que nous avons conçu était simple dans son exécution, mais brutal dans son impact. J'assisterai à la fête. Je serai un modèle d'affection sororale polie. J'attendrai les toasts, la partie de la fête où tout le monde est attentif. Ma mère me demanderait inévitablement de dire quelques mots. Et je le ferai. Je commencerai par un hommage doux et mielleux à la sororité et à la famille. Je les endormirai dans un état de complaisance confortable. Et puis, je pivoterai, j'évoquerai la blague de famille, de longue date sur mon adoption. Et ensuite, je livrerai la vérité, non pas comme une accusation, mais comme une correction, une clarification pour les archives historiques, pour le bien du nouveau bébé. Je devrais le formuler parfaitement, ai-je dit à Sarah. Pas comme une attaque, mais comme un cadeau, le cadeau de la vérité. Et tu auras besoin de copies, a dit Sarah, toujours pragmatique. Assez pour tout le monde. Tu les distribues comme des cadeaux d'invités. L'idée était délicieusement vicieuse. J'imaginais la scène. Les décorations pastel, les visages souriants se tournant vers la confusion, puis l'horreur, en regardant les documents dans leurs mains. C'était parfait. L'arme du crime ultime, livrée à l'ensemble du jury. Pendant les 6 semaines suivantes, j'ai répété. J'ai écrit mon discours et je l'ai mémorisé jusqu'à pouvoir le réciter dans mon sommeil. J'ai pratiqué devant un miroir, entraînant mon visage à rester calme, ma voix à rester égale. Je me transformais de victime en narratrice de ma propre histoire. Et le dernier chapitre allait être un chef-d'œuvre. Dans les semaines qui ont précédé la fête, j'ai joué mon rôle à la perfection. J'ai répondu au groupe de discussion familiale avec des émojis joyeux. J'ai envoyé à Chloé un lien vers une poussette pour bébé ridiculement chère, en disant « Je pense à toi ». Celle-ci a des critiques incroyables. Elle a répondu par un simple « merci », l'interprétant clairement comme un signe de ma soumission, de mon acceptation de ma place dans son nouveau monde centré sur le bébé. La dynamique entre nous avait changé, mais j'étais la seule à le savoir. Elle pensait avoir finalement et définitivement gagné. La promotion sabotée était l'échec et mat. Et maintenant, elle profitait simplement de son tour de victoire. Ses textos étaient remplis d'une gentillesse suffisante et condescendante qui me donnait la chair de poule. « Il faudra que tu m'aides avec les mots de remerciement. Tu es si organisée », écrivait-elle. Ou « J'ai quelques nausées matinales. Pourrais-tu me rendre un immense service et aller chercher mon nettoyage à sec en rentrant du travail ?» L'audace était stupéfiante. Elle avait essayé de ruiner ma carrière, et maintenant elle me demandait de faire ses courses. L'ancienne Emma aurait fulminé en silence, ou l'aurait peu, être même fait juste pour maintenir la paix. La nouvelle Emma, cependant, voyait chaque demande comme un autre morceau de petit bois pour le feu qu'elle s'apprêtait à allumer. J'ai répondu à chaque demande par impoli. « Vraiment désolée, je suis débordée au travail, je ne peux pas. » L'excuse du travail était mon nouveau bouclier. C'était à la fois vrai, je travaillais dur pour réparer les dégâts qu'elle avait causés, et un rappel subtil de la chose même qu'elle avait essayé de me prendre. Mes parents m'ont appelée, leur voix teintée de déception. « Emma, Chloé a besoin de ton aide. Tu devrais être plus solidaire pendant cette période spéciale. »« Je suis solidaire, répondais-je,
ma voix dégoulinant d'une fausse sincérité. Je suis juste très concentrée sur ma carrière en ce moment. Vous savez à quel point c'est important. L'accusation tacite flottait dans l'air, mais ils étaient trop attachés à leur récit de ma nature difficile pour jamais le reconnaître. La partie la plus surréaliste de toute cette période a été de recevoir l'invitation formelle à la baby shower. C'était un carton épais de couleur crème avec des lettres en relief doré. Rejoignez-nous pour couvrir Chloé et David d'amour alors qu'ils attendent l'arrivée de leur petit bout. En bas, une note était griffonnée de l'écriture parfaite de Chloé. J'ai hâte de te voir. N'oublie pas de porter du blanc ou des pastels. Bisous, Chloé. Le thème était angélique. J'ai failli m'étouffer. C'était une parodie d'elle-même. Je suis allée en ligne et j'ai acheté une robe. C'était une belle robe fourreau, simple et élégante, dans une nuance de bleu glacier pâle. C'était la couleur d'un ciel d'hiver, la couleur d'une clarté froide et dure. En attendant l'arrivée du jour J, j'ai préparé mes cadeaux d'invités. J'ai fait 30 photocopies couleur de haute qualité des 2 actes de naissance. J'ai ensuite conçu une simple page de garde. En haut, j'ai écrit « Une histoire de famille » pour le livre de bébé. En dessous, j'ai écrit 2 titres, « Le mythe » et « La réalité ». Sous « Le mythe », j'ai tapé « Emma Catherine Reynolds, la fille adoptive ». Sous « La réalité », j'ai tapé « Chloé Anne Reynolds, née le 12 novembre 1987 ». John et Mary Reynolds, mariés le 21 mai 1987. J'ai mis chaque jeu de documents dans une enveloppe blanche impeccable. Je ne les ai pas scellés. Je voulais que la révélation soit rapide et facile. Ces petits paquets de vérité reposaient en une pile soignée sur mon bureau, un monument à ma résolution. Chaque fois qu'une lueur de doute ou de peur me traversait l'esprit, je les regardais. Ils étaient mon armure. Ils étaient mon épée. La veille de la fête, j'ai reçu un texto de ma mère. « J'ai tellement hâte de te voir demain. Souviens-toi, une journée heureuse, pas de drame, juste des sourires. » J'ai répondu. « Tu n'auras que des sourires de ma part, maman. » Et j'ai souri en l'écrivant. C'était la chose la plus vraie que je lui avais dite depuis des mois. Entrer dans cette baby shower, c'était comme entrer sur un plateau de cinéma. Le thème, angélique, avait été exécuté avec un niveau de perfection nauséabond. Des ballons blancs et dorés flottaient en grappes immaculées. Une harpiste jouait doucement dans le coin d'une pelouse tentaculaire et manucurée. Les invités, une trentaine, étaient toutes des femmes, toutes vêtues de tons de blanc, de crème et de rose poudré, créant une mer de pastels en flou artistique. C'étaient les amis de Chloé, nos tantes et cousines, les amis de ma mère, les complices et les témoins, tout le cœur pour sa grande performance. Et au centre de tout cela se trouvait Chloé, assise sur son trône en osier blanc, une couronne de fleurs sur la tête, ressemblant à s'y méprendre à une déesse de la fertilité béate. Elle m'a vue approcher, et son sourire s'est crispé une fraction de seconde avant de s'épanouir en une expression théâtrale de joie. « Emma, tu es venue » s'est-elle exclamée, assez fort, pour que tout le monde entende, comme si ma présence avait été mise en doute. Elle s'est levée pour me serrer dans ses bras, ses mains allant à son ventre parfaitement rond. « Je suis si contente que tu sois là !» Je disais à tout le monde à quel point ma petite sœur a été d'un grand soutien. Le mensonge était si flagrant, si audacieux, que j'ai ressenti une véritable lueur d'admiration pour son culot. Je l'ai serré dans mes bras, ma joue frôlant la sienne. « Je ne manquerai ça pour rien au monde !» ai-je chuchoté, ma voix pleine d'une chaleur mielleuse. Je lui ai tendu le sac cadeau magnifiquement emballé contenant le hochet en argent. Juste un petit quelque chose pour mon futur neveu ou ma future nièce. Elle l'a pris d'un regard dédaigneux, le passant à une amie pour le placer sur l'énorme pile de cadeaux. Pour elle, je n'étais qu'un autre sujet rendant hommage. Mon vrai cadeau, la pile d'enveloppes blanches dans ma pochette, semblait frais et solide contre ma main. J'ai passé l'heure suivante à socialiser, un sourire serein collé sur mon visage. J'étais passée maître dans l'art des banalités. Oui, sa robe est ravissante. Non, vous avez raison, elle n'a jamais semblé aussi heureuse. Oh, le traiteur est tout simplement divin. Je jouais le rôle qu'ils avaient toujours voulu que je joue. La sœur solidaire, légèrement éclipsée. Ma mère m'a trouvée près de la fontaine à champagne. Je buvais de l'eau pétillante. Elle m'a serré le bras, ses yeux brillants de soulagement et de fierté. « Oh, ma chérie, je suis si fière de toi », a-t-elle murmuré. « Tu es si merveilleuse aujourd'hui. Je savais que tu en étais capable. Je fais juste ce qui est juste pour la famille, maman, » ai-je dit, en la regardant dans les yeux. Le double sens lui a complètement échappé. Elle a simplement rayonné. L'ironie dramatique était si puissante
qu'elle en était presque enivrante. Je me déplaçais dans ce monde parfait et fragile que Chloé et mes parents avaient construit, et j'étais la seule à savoir qu'il était sur le point d'être brisé. J'ai regardé Chloé ouvrir ses cadeaux, s'exclamant de joie devant chaque petit body et sac allongé de créateur. Elle était la reine de sa cour, adorée et célébrée, et à chaque commentaire admiratif des invités, à chaque regard fier de ma mère. Le nœud de résolution dans mon estomac se resserrait. Non pas de nervosité, mais d'un sentiment de dessein profond et constant. Ce n'était plus seulement pour moi. C'était pour la fillette de 8 ans qui pleurait jusqu'à s'endormir parce qu'elle pensait que ses parents lui avaient menti. C'était pour l'adolescente de 16 ans qui avait eu le cœur brisé par la traîtrise de sa propre sœur. C'était pour la jeune femme de 21 ans qui avait failli perdre son avenir à cause d'un acte de sabotage mesquin. Aujourd'hui, je les sauvais toutes. L'heure des toasts est arrivée, alors que le soleil de l'après-midi commençait à baisser, jetant de longues ombres sur la pelouse. La harpiste a fait une pause, et le mari de Chloé, David, un homme dont la personnalité semblait entièrement consister en des montres chères et une poignée de main ferme, s'est levé pour faire un discours. C'était fade et prévisible, plein de platitudes sur sa merveilleuse épouse et leur avenir passionnant. Tout le monde a applaudi poliment. Puis, la meilleure amie de Chloé a prononcé un discours larmoyant et gloussant sur leur amitié de toujours. D'autres applaudissements. Et puis, comme je savais qu'elle le ferait, ma mère s'est levée. « J'aimerais juste dire quelques mots », a-t-elle commencé, la voix chargée d'émotion. Elle a parlé de la joie de voir sa première-née, sa belle Chloé, sur le point de devenir mère à son tour. J'ai l'impression que c'était hier que je la tenais dans mes bras. L'ironie de cette déclaration m'a presque fait éclater de rire. Elle a terminé son discours, puis a tourné son visage radieux vers moi. Et maintenant, je sais que mon autre fille, Emma, aimerait dire quelque chose sur sa grande sœur. Tous les yeux se sont tournés vers moi. C'était le moment que je planifiais depuis des semaines. J'ai pris une profonde inspiration, je me suis levée et j'ai marché jusqu'au centre de la terrasse, ma pochette contenant les enveloppes tenues fermement dans ma main. Je sentais les yeux de Chloé sur moi, une expression suffisante et expectative sur son visage. Elle pensait que j'allais livrer un hommage, une concession publique de sa supériorité. « Merci, maman », ai-je commencé, ma voix claire et stable. J'ai souri chaleureusement à la foule. Je suis si heureuse d'être ici pour célébrer Chloé et ce nouveau chapitre de sa vie. La famille est si importante, n'est-ce pas? C'est notre fondation. C'est l'histoire de qui nous sommes. J'ai fait une pause, laissant les mots sentimentaux flotter dans l'air. Ma mère hochait la tête, épongeant ses yeux avec une serviette. Chloé avait l'air satisfaite. « En grandissant », ai-je continué, mon ton changeant de manière presque imperceptible. Chloé et moi avions notre propre lien sororal spécial. Nous avions nos blagues, nos petits secrets. L'une des blagues récurrentes préférées de Chloé, dont certains d'entre vous se souviennent peu, être, ai-je dit, en établissant un contact visuel avec quelques-unes de mes tantes, était que j'étais adoptée. Quelques ricanements nerveux ont parcouru la foule. Le sourire de ma mère s'est figé sur son visage. L'expression de Chloé est passée de la suffisance à la confusion, une lueur d'irritation dans ses yeux. Elle l'a raconté si souvent et si longtemps, ai-je poursuivi, ma voix toujours légère et conversationnelle, que c'est devenu une sorte de mythe familial. L'histoire d'Emma, la mystérieuse étrangère. Et vous savez, alors que cette famille est sur le point d'accueillir un nouveau membre, j'ai beaucoup pensé à notre histoire, aux histoires que nous racontons. Je pense qu'il est si important que ce bébé grandisse avec la vérité, qu'il ait une fondation claire et honnête. J'ai ouvert ma pochette et j'ai sorti la pile d'enveloppes blanches. Alors, dans un esprit d'honnêteté et d'histoire familiale, je voulais offrir à tout le monde un petit cadeau d'invité. Une clarification, pourrait-on dire, pour s'assurer que l'histoire de la famille soit remise à plat, dès le début. J'ai commencé à faire le tour de la terrasse, tendant une enveloppe à chaque invité. J'ai veillé à en donner une à ma mère, à David, et enfin, à Chloé elle-même. Le silence était absolu, rompu seulement par le bruissement du papier, alors que 30 femmes ouvraient simultanément leurs enveloppes. Le son qui a suivi n'a pas été un hoquet de surprise, mais une inspiration collective et brusque. Un vide d'air soudain dans le jardin immaculé et baigné de soleil. C'était le son d'une réalité soigneusement construite qui implosait. J'ai regardé les visages. Il y a quelques instants doux de sourires sentimentaux, se durcir de confusion puis de compréhension naissante. Les yeux allaient des papiers dans leurs mains à Chloé, puis à mes parents, puis à moi. L'atmosphère festive s'est évaporée.
remplacé par un silence épais et retentissant. Je me tenais au centre de tout cela, mon travail accompli, et j'observais simplement les retombées. Le visage de ma mère était devenu d'une blancheur de craie, sa bouche légèrement entr'ouverte. Elle a regardé les actes de naissance, puis a fixé mon père, son expression un maelstrom d'horreur et d'accusation. Mon père, un homme qui avait passé sa vie à éviter la confrontation, semblait vouloir que la pelouse manucurée l'avale tout entier. Il ne croisait le regard de personne, son regard fixé sur un point lointain et imaginaire. Mais mon attention était portée sur Chloé. Elle fixait la photocopie dans sa main, le front plissé. Je pouvais voir le moment exact où l'information a été traitée. Ce n'était pas un choc soudain, mais une lente vague de prise de conscience. Ses yeux sont passés de la date de sa naissance à la date du mariage de nos parents. J'ai vu le calcul mental, le déni, puis la conclusion écœurante et indéniable. La couleur a quitté son visage, le masque angélique et béat s'est brisé, révélant la panique brute en dessous. Sa main, tenant le papier, a commencé à trembler. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle finalement étranglé, sa voix un murmure fluet. Ce n'était pas dirigé vers moi, mais vers la foule silencieuse et observatrice. C'est une blague. Emma fait une blague de mauvais goût. Mais personne ne riait. La preuve était là, entre leurs mains, en noir et blanc. Les dates ne mentaient pas. « Ce n'est pas une blague, Chloé !» ai-je dit, ma voix calme et dénuée d'émotion. C'était la première fois que je parlais depuis la distribution des papiers. « C'est ton acte de naissance. Et le mien. J'ai juste pensé, puisque tu aimais tant raconter des histoires sur mes origines, qu'il était juste de partager la vérité sur les tiennes, pour le bien du bébé, pour qu'il connaisse sa véritable histoire familiale. » Sa tête s'est redressée. Ses yeux, fous de désespoir, se sont finalement posés sur les miens. La suffisance avait disparu. La condescendance avait disparu. Il ne restait que la fureur et l'humiliation pure et sans mélange. « Toi » a-t-elle sifflé, sa voix tremblante de rage. « Tu oserais gâcher ma baby shower? Tu me ferais ça? » « Le gâcher ?» ai-je demandé, laissant un petit sourire froid effleurer mes lèvres. Je pensais que je contribuais. « Tu voulais un thème angélique. Quoi de plus angélique que la vérité? La vérité vous affranchira, n'est-ce pas ce qu'on dit ?» David, son mari, a enfin retrouvé sa voix. Il s'est levé, le visage rouge de colère. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Est-ce que c'est vrai ?» a-t-il exigé, en regardant non pas moi, mais mes parents. Ma mère a juste secoué la tête, des larmes commençant à couler sur son visage. Mon père est resté muet, une statue de honte. La fête était finie. La belle et fragile bulle avait éclaté, et maintenant ils se tenaient tous dans les décombres, couverts de la vérité collante et laide. La rage de Chloé était un spectacle à voir. Ce n'était pas la colère calculée et manipulatrice à laquelle j'étais habituée, mais une fureur brute d'animal acculé. « Dehors !» m'a-t-elle crié, la voix brisée. « Sors de chez moi !»« Avec plaisir !» ai-je dit doucement. Je n'avais aucune envie de rester pour assister aux suites désordonnées. Mon rôle était terminé. La bombe avait explosé. Je n'avais pas besoin de fouiller dans les décombres. Je me suis retournée pour partir, mon sang-froid absolu. C'est ça, je pense, qui l'a le plus enragée, mon calme. Elle avait passé sa vie à appuyer sur mes boutons émotionnels. Et maintenant, au moment de son effondrement complet, j'étais sereine. En passant devant ma mère, elle a attrapé mon bras, sa poigne étonnamment forte. « Comment as-tu pu, Emma ?» a-t-elle murmuré, son visage un désastre de larmes et de mascara. « Ta propre sœur, le jour de sa fête. » J'ai baissé les yeux sur sa main, sur mon bras, puis je l'ai de nouveau regardée. Pendant un instant, j'ai vu une lueur de la mère que j'avais toujours voulu, une femme en souffrance. Mais ensuite, les mots ont fait leur chemin. Ta propre sœur. Même maintenant, même avec la preuve de décennies de mensonges et de manipulations étalées au grand jour, son premier instinct était de protéger Chloé, de me faire passer pour la méchante. Les derniers vestiges de tout espoir que j'avais pour elle, pour eux, se sont évanouis et sont morts à ce moment-là. Sa journée spéciale a été construite sur 24 ans de mes mauvais jours, maman, ai-je dit, ma voix aussi froide que la glace. Tu ne m'as jamais défendue, pas une seule fois. Tu l'as encouragée, tu l'as excusée, et tu m'as dit de me taire. Eh bien, je ne me tais plus. Ce n'est pas le gâchis que j'ai créé. C'est le gâchis que vous avez créé, il y a 30 ans. Vous êtes juste enfin en train de le nettoyer. J'ai retiré mon bras de sa prise, et je suis partie. Je n'ai pas regardé en arrière. Je pouvais entendre le chaos grandissant derrière moi. Chloé sanglotant hystériquement, David exigeant des réponses de mon père,
les invités murmurant et commençant à trouver des excuses pour partir. J'ai descendu le chemin de pierre, passé les parterres de fleurs impeccables et la harpe ridicule. Je suis montée dans ma voiture de location et je suis partie. Alors que je m'engageais sur l'autoroute, en direction de l'aéroport, mon téléphone a commencé à vibrer. C'était mon père. Je l'ai ignoré. Puis il a vibré à nouveau. Ma mère. Je l'ai ignoré. Puis un message de Chloé. C'était une série de jurons et de menaces si virulentes qu'elle en était presque impressionnante. Je l'ai lu, un étrange sentiment de détachement m'envahissant. C'était la vraie Chloé, celle qui s'était cachée derrière un masque de charme et de condescendance toute sa vie. Le monstre était enfin sorti de sa cage. Je me suis garée sur une aire de repos panoramique. Je suis sortie de la voiture et j'ai regardé l'horizon de la ville. J'ai pris une profonde inspiration d'air frais et pur. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis très très longtemps. J'ai ri. Un vrai rire sincère de soulagement pur et sans mélange. C'était fini. Le poids que j'avais porté sur mes épaules toute ma vie, le poids de leurs secrets, de leurs mensonges et de leurs attentes, avait disparu. Je n'avais pas seulement exposé un mensonge. Je m'étais libérée. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mes contacts familiaux et j'ai appuyé sur « Bloquer » pour ma mère, mon père et ma sœur. À chaque pression du bouton, je sentais une autre chaîne se briser. J'étais libre. Le vol de retour à la maison a été les 6 heures les plus paisibles de ma vie. J'ai éteint mon téléphone, commandé un verre de vin et regardé les nuages défiler par la fenêtre. Je ne me sentais pas coupable. Je ne me sentais pas cruelle. Je me sentais propre, comme si je venais de terminer un nettoyage en profondeur de mon âme, attendu depuis longtemps et très nécessaire, en récurant l'accumulation crasseuse d'années de ressentiment et de colère non dites. Le silence était un baume. Pas d'appel suppliant, pas de texto en colère, pas de demande d'excuses. Juste le vrombissement des moteurs et le calme de mes propres pensées. Quand j'ai atterri et rallumé mon téléphone, le barrage de notifications attendu est arrivé. Des dizaines d'appels manqués de mes parents, une série de messages de plus en plus délirants de Chloé, qui était passée de la rage à des supplications pathétiques, puis de nouveau à la rage. Et puis il y avait des messages d'autres personnes. Ma tante, la sœur de ma mère, avait envoyé un simple texto. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose. Je suis désolée pour ma part de ne pas l'avoir vu. J'espère que tu vas bien. C'était une petite fissure de lumière dans le mur du déni familial. Quelques-uns de mes cousins m'avaient également contacté, avec des messages allant d'un « OMG, c'était quoi ça ?» choqué à un plus encourageant. « Tu es incroyablement courageuse. » Chloé l'avait bien mérité. La communication la plus intéressante est venue sous la forme d'un courriel d'une adresse que je ne reconnaissais pas. C'était de David, le mari de Chloé. C'était court et direct. « J'ai besoin de te parler », lisait-on. « J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. S'il te plaît, appelle-moi. » J'ai fixé le courriel pendant un long moment. Une partie de moi voulait l'ignorer, garder ma rupture nette et absolue. Mais une autre partie de moi, celle qui avait toujours apprécié la vérité et la clarté, a ressenti une lueur de quelque chose. Peut être pas de la sympathie, mais un sentiment d'expérience partagée. Il était aussi une victime des mensonges de Chloé, à sa manière. Il avait épousé un personnage de théâtre, et la scène venait de s'effondrer autour de lui. J'ai décidé que je l'appellerais, mais pas tout de suite. Je devais d'abord me réinstaller dans ma propre vie, consolider les frontières de ma nouvelle liberté. Les jours suivants ont été une étude de la normalité bienheureuse. Je suis allée au travail. J'ai dîné avec Sarah, et j'ai raconté toute l'histoire, à sa plus grande joie. Nous avons trinqué avec du champagne, bien loin de l'eau pétillante que j'avais bue à la fête. À la mise au clair des choses, a-t-elle dit en trinquant son verre contre le mien. Et au massacre de la baby shower, Angélique, nous avons ri aux larmes. C'était bon. C'était juste. Je réalisais lentement que ma famille avait été une cage et que j'avais été une prisonnière consentante pendant bien trop longtemps. La paix, qu'il prônait toujours, n'était que le silence de ma propre soumission. La vraie paix, je le découvrais, était le silence qui vient après que vous ayez enfin dit tout ce qui devait être dit. C'était le calme d'une ardoise vierge. Et mon ardoise, pour la première fois de ma vie, était étincelante. Une semaine après la fête, j'ai décidé d'appeler David. Je l'ai fait selon mes propres termes, un dimanche après-midi, assise sur mon propre canapé avec une tasse de thé. Je ne savais pas à quoi m'attendre de la colère, des accusations, une demande pour que je répare le gâchis que j'avais fait. Au lieu de cela, l'homme à l'autre bout du fil semblait épuisé et vidé. « Merci d'avoir appelé »,
a-t-il dit, la voix plate. J'essaie de donner un sens à tout ça. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu qu'il continue. Chloé est pas bien, a-t-il dit prudemment. Elle n'a pas quitté sa chambre depuis des jours. Tes parents sont là. Ils me disent tous que tu es un monstre, que tu es jalouse et vindicative, et que tu as toujours détesté ta sœur. Et qu'en penses-tu, David? Ai-je demandé doucement. Il y a eu une longue pause. Je pouvais l'entendre prendre une profonde inspiration tremblante. Je pense, a-t-il dit lentement, que depuis 5 ans, je suis mariée à une étrangère. J'ai vu des petites choses, des incohérences, mais je les ai toujours écartées. Elle est si charmante, tu sais, si convaincante. Mais ce que tu as fait, c'était comme si tu avais allumé une lumière noire dans une chambre d'hôtel. Soudain, je pouvais voir toutes les taches. Il m'a dit qu'après mon départ de la fête, l'enfer s'était déchaîné. Mon père avait finalement avoué toute l'histoire. La grossesse prénuptiale, l'anniversaire falsifié, tout. Chloé avait eu une crise de nerfs complète, criant sur tout le monde, les blâmant pour son humiliation. David a dit qu'il avait essayé de lui parler, de comprendre pourquoi elle mentirait sur quelque chose d'aussi fondamental, non seulement à moi, mais à lui. Sa réponse a été de l'accuser de prendre mon parti. Elle m'a dit que je ne l'avais jamais vraiment aimée, a-t-il dit, sa voix se brisant légèrement. Que si c'était le cas, je te détesterais autant qu'elle. Il m'a ensuite interrogé sur les autres choses contenues dans le courriel anonyme que Chloé avait envoyé à mon conseil d'administration. Il a posé des questions sur le projet saboté à l'université, sur le garçon qu'elle avait volé au lycée. Je lui ai dit la vérité. J'ai raconté les histoires calmement et factuellement, sans embellissement ni émotion. Ce n'était pas un appel à la sympathie. C'était un énoncé de faits. À chaque histoire, le silence à son bout du fil devenait plus lourd. « Mon Dieu », a-t-il murmuré quand j'ai eu fini. Je n'en avais aucune idée. « Je suis tellement, tellement désolée, Emma. Je suis désolée pour ce qu'elle a fait à ta carrière. Je suis désolée pour tout ça. » Entendre ces excuses, de sa part, signifiait plus que toutes les excuses que j'aurais pu recevoir de mes parents ou de Chloé. C'était une validation d'un étranger, un juge impartial, à qui l'on avait enfin montré les preuves. « Ce n'est pas ta faute, David, » ai-je dit. « On t'a menti, comme à tout le monde. » Nous avons parlé un peu plus longtemps. Il m'a dit qu'il ne savait pas ce qui allait arriver à son mariage, au bébé. Il avait l'air d'un homme dont le monde entier venait de se révéler être une imposture. J'ai ressenti une pointe de pitié pour lui et pour l'enfant innocent qui allait naître dans ce chaos. Mais j'ai aussi ressenti une certitude d'acier que j'avais fait ce qu'il fallait. Le monde parfait de Chloé était construit sur des fondations de mensonges, et une telle structure ne peut jamais tenir. Elle allait toujours s'effondrer. J'avais juste décidé quand. Les mois qui ont suivi ont été une période de reconstruction profonde et tranquille. Je me suis jetée dans mon travail, avec un regain de détermination. Le nuage du courriel anonyme étant implicitement discrédité par l'implosion familiale. Les nouvelles vont vite, même à des milliers de kilomètres. Mes patrons ont commencé à me regarder différemment. La promotion que j'avais perdue était partie, mais une nouvelle opportunité, encore meilleure, s'est présentée quelques mois plus tard, une chance de diriger une nouvelle division de R&D dans notre bureau européen. C'était un énorme pas en avant, une chance de déménager à l'étranger et de vraiment repartir à zéro. J'ai postulé, et cette fois, il n'y a pas eu de courriel anonyme, pas de murmure d'instabilité. J'ai obtenu le poste. La nouvelle m'a semblé être la victoire finale et définitive. Je n'échappais pas seulement à mon passé. Je construisais un avenir plus grand et plus brillant que tout ce que j'aurais pu imaginer lorsque j'étais encore piégée dans leur orbite. Les nouvelles de la maison arrivaient par bribes sporadiques et de seconde main, principalement par l'intermédiaire de ma tante, avec qui j'avais rétabli une relation timide mais chaleureuse. Elle m'a dit que Chloé et David suivaient une thérapie, mais que ça n'allait pas bien. Chloé refusait d'assumer une quelconque responsabilité réelle, continuant à se présenter comme la victime de mon attaque vicieuse et non provoquée. David, selon ma tante, était un homme changé, calme et renfermé, regardant sa femme avec une expression permanente de doute. Mes parents étaient pris entre deux feux, essayant désespérément de recoller les morceaux de leur famille brisée. Mais leur colle était faite de déni et de blâme, et elle ne tenait pas. Ils avaient apparemment essayé d'organiser une intervention pour moi, appelant ma tante et d'autres parents pour essayer d'organiser un appel où ils pourraient tous me dire à quel point j'avais blessé la famille.
Ma tante avait catégoriquement refusé. « J'ai dit à ta mère, m'a-t-elle dit au téléphone, que la personne qui a besoin d'une intervention, c'est Chloé, et que les personnes qui ont besoin de thérapie, ce sont elle et ton père. » Le bébé est né, une petite fille. Ma tante m'a envoyé une photo. J'ai regardé son petit visage innocent, et j'ai ressenti une pointe de tristesse pour l'héritage compliqué dans lequel elle était née. Mais j'ai aussi ressenti une profonde paix d'être à des milliers de kilomètres, une tante lointaine, semi-mythique, menant une vie excitante dans un autre pays. Je ne serais pas là pour être désignée comme la méchante dans l'histoire de la vie de cet enfant. Je ne serais pas la cible des futures manipulations inévitables de Chloé. Ce cycle était brisé. Un soir, environ 1 an après la baby shower, j'étais assise dans mon bel appartement à Bruxelles, regardant les lumières de la ville. Je pensais à quel point ma vie avait changé. J'avais du succès. J'étais respectée. Et, pour la première fois, vraiment heureuse. J'avais de nouveaux amis. J'apprenais une nouvelle langue. J'explorais un nouveau continent. J'étais l'architecte de ma propre vie. Et les fondations étaient solides, construites sur la vérité et le respect de soi. Mon téléphone a vibré avec un message de Sarah. C'était une capture d'écran d'un site de médias sociaux. C'était un message public de Chloé. C'était un long essai décousu sur le pardon, la résilience et le lien indestructible de la famille. Il était plein de platitudes vagues sur surmonter les blessures du passé et choisir l'amour plutôt que la colère. Il était accompagné d'une photo professionnelle d'elle, de David et du bébé, tous vêtus de blanc, souriant sereinement. C'était une tentative pathétique de récupérer le récit, de se présenter comme une survivante gracieuse. L'ancienne moi aurait été enragée par l'hypocrisie, mais la nouvelle moi l'a juste regardée, a secoué la tête et a souri. Elle pouvait avoir sa performance, elle pouvait avoir son public de complices. Ça n'avait plus d'importance. Je connaissais la vérité. Et plus important encore, j'étais libre. Ma vie à Bruxelles est tout ce que je n'ai jamais su que je voulais. Elle est calme, là où ça compte, et excitante dans tous les bons endroits. J'ai construit une communauté ici, une famille choisie d'amis et de collègues qui me connaissent pour qui je suis, pas pour le rôle qui m'a été assigné à la naissance. Ils me connaissent comme Emma, la femme qui peut diriger une équipe d'ingénierie complexe, qui raconte de terribles blagues, qui fait un coq au vin étonnamment bon et qui aime passer ses week-ends à explorer des villes anciennes. Ma sœur, mes parents, toute cette constellation de drames a l'air d'appartenir à une autre vie, à une autre personne. Ils sont une histoire de fantômes que je raconte parfois, une mise en garde sur le pouvoir corrosif des secrets. Aux dernières nouvelles, par l'intermédiaire de la toujours fiable rumeur de ma tante, David avait finalement demandé le divorce. La performance de la famille heureuse était devenue trop épuisante à maintenir. Chloé, apparemment, ne l'a pas bien pris. Elle et le bébé ont emménagé à nouveau chez mes parents, recréant le trio toxique de son enfance. D'une certaine manière, ils ont tous eu ce qu'ils voulaient. Mes parents ont récupéré leur précieuse fille endommagée sous leur toit pour s'en occuper et la conforter, et Chloé a un public captif et un nouveau récit de l'épouse bafouée et de la mère célibataire à jouer. Je ne ressens rien à propos de cette nouvelle. Aucune satisfaction, aucune pitié, aucune colère. C'est simplement un point de données d'un monde que je n'habite plus. Parfois, je pense à ce jour à la baby shower. Je ne le vois plus comme un acte de vengeance. Je le vois comme un acte d'amour-propre profond. C'était une amputation. J'avais un membre gangrené attaché à moi, empoisonnant tout mon système, et j'ai choisi de le couper pour que le reste de moi puisse vivre. La cicatrice est toujours là, un léger rappel argenté de l'endroit où il se trouvait. Mais elle ne fait pas mal. C'est juste une partie de mon histoire, une carte de là où j'ai été. Ma justification n'est pas dans leur misère. Elle est dans ma paix. Elle est dans la confiance tranquille avec laquelle je me déplace dans le monde. Elle est dans le rire sincère que je partage avec des amis. Elle est dans la joie que je trouve dans mon travail et dans le simple fait de me réveiller chaque matin dans une vie que j'ai construite pour moi-même, selon mes propres termes, fondée sur le socle inébranlable de la vérité. Je m'appelle Emma et j'ai 34 ans. Et pour la première fois de ma vie, je sais exactement qui je suis et je n'ai plus besoin de la permission ou de la validation de qui que ce soit d'autre pour l'être. Je ne suis pas l'adoptée, pas la difficile, pas la sœur ou la fille. Je suis juste Emma. Et c'est, finalement, plus que suffisant.